La parole est maintenant à Madame Bernadette Laclais, co-rapporteure de la Commission des affaires économiques. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente de la Commission des affaires économiques, Madame la co-rapporteure, chère Annie Genevard, Madame la rapporteure pour avis, chère Béatrice Santet, chers collègues, à nouveau et après 30 ans déjà, le Parlement va débattre des territoires de montagne et mettre à l'honneur leurs habitants. Je veux dire à cette tribune combien l'ouverture de cette discussion est émouvante pour tous ceux qui vivent en montagne, pour tous ceux aussi, et ils sont nombreux dans notre pays et dans le monde entier, qui aiment ces territoires. Territoire singulier, la montagne est une terre de contraste, et peut-être vaudrait-il mieux d'ailleurs parler des montagnes plutôt que montagne, comme d'un terme générique désignant une seule situation. Il est vrai que nos massifs de métropole et d'outre-mer sont divers par leur topographie et leur paysage, par leurs coutumes et leur histoire. Cette diversité est une richesse extraordinaire pour notre pays. Mais par-delà cette diversité, existent des traits d'union qui rassemblent ces territoires autour de problèmes communs et autour de conditions de vie partagées par les montagnards de tous les massifs de France. La pente, le climat, les difficultés d'accès sont des points communs à tous nos massifs. Longtemps, en effet, les montagnes sont restées des territoires à la marge de notre pays, contrées isolées, habitées par des populations pauvres qui ont été bien souvent incomprises, parfois méprisées. Montagne, pays de misère, périphérie d'une France en développement, telle est, il est vrai, une part de l'histoire de ces territoires. Mais celle-ci, et j'insiste sur ce point, n'est seulement qu'une part de leur histoire. Il y a aussi une contribution essentielle des territoires de montagne au rayonnement politique, culturel, scientifique et technique de la France. Car les montagnes de France sont aussi des terres de liens, historiquement tournées vers l'ailleurs, point de passage pour le commerce et lieu stratégique pour la défense de notre pays. Les montagnes de France ont été et sont encore des lieux de refuge pour des populations traquées, terres de solitude pour des ermites et lieux de cachette pour des semeurs de liberté. Protestants des Cévennes, Vaudois du Briançonnais, relégués du maquis corse, esclaves en fuite de la Martinique, résistants du maquis du Vercors, moines chartreux, tous ont trouvé dans les montagnes un lieu d'accueil, un havre de paix provisoire, un espace entre ciel et terre, lieu de possible pour la rencontre d'un absolu. Les montagnes de l'Hexagone et d'outre-mer ont été des terres de liberté, de résistance et d'espérance, mais aussi des lieux d'intelligence, d'intense création et d'innovation, facteurs de développement et de prospérité pour l'ensemble de notre pays. Terre fertile pour l'imagination et la création, la montagne a été et reste encore aujourd'hui une source d'inspiration. Les montagnes, lieux sublimés et ressources pour le rêve, mais aussi terre d'innovation scientifique et technique. À la suite de scientifiques de talent tels Pascal ou Dolomieu, des aménageurs et des industriels ont su exploiter le génie des lieux, jouant des contraintes de l'espace et de la force générée par la verticalité. Ils ont creusé des tunnels, ouvert des cols et établi des ponts pour favoriser les liens et développer le commerce. Mais c'est encore l'hydroélectricité, la houille blanche, qui, au seuil du XXe siècle, a fait de la chute naturelle des torrents une force pour faire tourner les machines et éclairer les villes. Les montagnes, enfin, ont été une terre d'ambition pour une France en recherche de symboles politiques pour la nation, utile conquête de celles réalisées par toute une génération d'alpinistes français, Herzog, Terray et Lachenal. Ces noms résonnent encore sur les cimes enneigées des massifs alpins, andins ou himalayens. Ils ont porté haut le succès de la France. Voilà brossé à grands traits un peu de l'histoire de ces territoires. Que dire des changements récents qu'ont connus les montagnes et comment exprimer aussi les défis qui s'imposent à elles aujourd'hui. Les dernières décennies ont été marquées par une phase d'intense développement qui a notamment conduit à la construction des grands barrages, puis des stations de sport d'hiver. Les montagnes ont été aménagées pour fournir le pays en énergie et pour accueillir des touristes nombreux venus ici découvrir le ski. Bien sûr, ce développement a été et reste une fierté pour ces territoires et une source de richesse pour notre économie nationale. Mais il faut aussi savoir regarder ce modèle économique avec du recul et le replacer dans un contexte plus global. Ce contexte, c'est celui de toutes les montagnes de métropole et d'outre-mer. Ce focus plus large permet d'apprécier toutes les implications de ce développement sur le plan politique, économique, social et environnemental. Pour définir ce modèle de développement, il faut remonter à la source, celle qui fait de la pratique du ski moins un sport qu'un loisir de masse.
Faire du ski comme on va à la mer, c'est bien cela qui est à la base de la construction de nos stations de sport d'hiver. La montagne devient donc un lieu de villégiature pour le grand public qui l'habite sur un espace-temps très limité, des vacances d'une semaine au cours de la saison d'hiver. D'emblée, on mesure l'écueil de cette approche de la montagne. Elle est basée sur une vision que l'on pourrait qualifier de consumériste, de surcroît, souvent sans grande concertation avec les élus locaux. En effet, ce développement a d'abord été mené par l'État. Les collectivités locales, et par là même les montagnards qu'elles représentent, en ont été souvent exclus du fameux plan neige et a induit chez bien des habitants un sentiment de dépossession. Sentiment renforcé par la rupture que ces aménagements ont provoqué sur les paysages, mais aussi avec les traditions et les coutumes qui faisaient en montagne la cohésion des villages. Mais ce qui est plus contestable encore, c'est que cette vision de la montagne s'est traduite par l'émergence d'inégalités pour ces territoires et les populations montagnardes. Les stations de ski ne résument pas toutes les problématiques de la montagne. Je veux le dire avec force, les stations ne doivent pas épuiser tous les sujets montagnards. Elles ne concernent en réalité qu'une partie du territoire de nos montagnes, quand bien même, et il faut le souligner positivement, elles génèrent de gros chiffres d'affaires, des emplois et de la médiatisation. De ce sentiment de dépossession, du souci écologique et de la volonté de permettre un développement de tous les espaces montagnards est né le premier acte de la loi Montagne, adoptée en 1985, articulé autour des notions d'équilibre entre préservation et développement et le concept d'autodéveloppement. Cette loi a été votée par tous les partis politiques. Ce consensus n'a pourtant pas été fait au prix d'un mauvais compromis. La loi Montagne a porté une vision engagée de ces espaces et a proposé un vrai projet pour ses habitants. Et ce consensus, cet engagement a été une réussite. Il a permis à la montagne d'équilibrer son développement. Les handicaps naturels de ces territoires ont été compensés, permettant aux montagnards de rester au pays. L'agriculture de montagne a su se diriger vers des productions de qualité. Les élus locaux ont pris leurs responsabilités et des parcs naturels régionaux ont permis la préservation des sites d'une extraordinaire qualité environnementale. Bien sûr, des problèmes existent encore en montagne comme ailleurs. Certains n'ont pas été résolus par la loi, d'autres sont apparus plus récemment. La montagne, aujourd'hui, est confrontée à des défis nouveaux, ce que nous devons identifier pour y répondre avec autant de force. Le premier défi est encore et toujours celui de l'égalité. Et cette question de l'égalité doit être entendue au moins sous deux de ses aspects. Le premier aspect est celui de l'égalité entre les territoires de montagne et le reste du pays. Il est aujourd'hui encore dans nos montagnes des terres isolées, des zones blanches où les réseaux de téléphonie mobile ne sont pas installés. Il existe aussi une montagne des fonds de vallée qui connaissent la désindustrialisation. Il y a enfin des villages de Piémont qui voient les services publics se raréfier, des difficultés à maintenir les écoles, à attirer les professions libérales médicales, avec des temps de parcours longs et difficiles pour les enfants, leurs patients et les professionnels. Le second aspect est celui de l'égalité sociale, notamment s'agissant des saisonniers, qui restent des travailleurs précaires et dont les conditions de logement sont encore trop souvent indécentes. Chaque année, nos communes de montagne sont le théâtre de drames. Cela est inadmissible. Le deuxième défi est celui de l'aménagement de nos montagnes. Plus que jamais, le développement économique de la montagne doit être pensé, étudié en profondeur et planifié au niveau des intercommunalités. Nos espaces naturels sont trop sensibles pour que nous continuions à procéder au coup par coup au gré des projets. Il convient aussi d'améliorer les structures des logements touristiques existants en les rénovant et en les redimensionnant pour répondre aux exigences des demandes touristiques nouvelles et ainsi rester attractifs sur un marché désormais mondialisé. Mais cette question de l'attractivité de nos massifs ne doit pas se focaliser sur la seule procédure des UTN, même si je le dis très clairement ici. Nous devons être attentifs aux messages des porteurs de projets quant à la nécessité de réactivité des autorisations et documents d'urbanisme afin de ne pas décourager les investissements dont nous avons besoin dans un domaine où la concurrence est très forte. L'attractivité de nos territoires de montagne doit être pensée aussi au travers de la gestion qualitative des forêts, du développement des filières agricoles reconnues pour leur production et du redéploiement du tourisme sur les 4 saisons, de la desserte numérique et de la qualité et de la sécurité des accès. Le troisième défi est tout aussi patrimonial qu'écologique. Le réchauffement climatique, plus sensible encore dans les territoires fragiles comme la montagne. La protection de la biodiversité et des sites naturels doivent être des priorités. Mais cette question ne doit pas se réduire à une politique de sanctuarisation. Ce serait une contre-vérité, car les paysages de montagne que nous aimons ont été façonnés par les hommes au fil des siècles. Il me semble que la question est avant tout d'ordre patrimonial et elle doit donc être posée en termes d'authenticité.
Une nouvelle page de l'histoire de la montagne doit désormais s'écrire à l'aune de ces enjeux. C'est pourquoi, à la demande du Premier ministre, nous avons rédigé un rapport en 2015 avec ma collègue Annie Genevard, que je veux remercier ici, car il n'est pas toujours évident de pouvoir travailler en bonne coordination et en bonne entente avec des collègues de l'opposition. Eh oui, pour faire le bilan des 30 dernières années qui se sont écoulées depuis l'entrée en vigueur de la loi et pour faire une centaine de propositions, il fallait être sur une logique de volonté et de détermination. Bilan positif reconnu par tous nos interlocuteurs, nous souhaitions adapter ce texte aux enjeux d'aujourd'hui et savoir tirer les enseignements des difficultés d'application des mesures audacieuses de l'époque sans les dénaturer. Je ne reviendrai pas sur ce que Monsieur le ministre a dit. Je voudrais simplement le remercier très chaleureusement pour sa disponibilité et sa volonté de co-construction avec les co-rapporteurs. Et remercier les ministres aussi qui ont bien voulu anticiper ou faire en parallèle des dispositions de la feuille de route du Premier ministre du 25 septembre 2015. Je pense au décret d'IGAEC, aux avancées de la loi travail pour les saisonniers, à celle du PLFSS 2017 pour la tant attendue caisse pivot, celle du PLF 2017 pour la réorientation du Censi-Bouvard. Comme pour la rédaction du rapport, il a été décidé de réaliser le travail législatif de manière consensuelle et transpartisane avec Annie Genevard, qui a été nommée co-rapporteure, et je salue également Béatrice Santet, rapporteure savoyarde, et Frédéric Massat, qui connaît parfaitement le sujet. Voilà, chers collègues, ce que je voulais vous dire au moment où nous allons ouvrir le débat en séance publique. L'histoire des montagnes que j'ai tout à l'heure déroulée, un peu à gros traits, je l'avoue, a mis en lumière un récit fait de contrastes, mais surtout un récit en mouvement. La montagne est un lieu habité, elle est un lieu de vie, elle se réinvente chaque jour. C'est bien un peu de l'imaginaire de la montagne de demain que nous allons peut-être alimenter dans cette assemblée. Comment ne pas rappeler que la capacité d'imaginer préside l'esprit et la force d'une cordée. Souvent, une ascension est née d'un rêve, d'une exaltation, d'un désir spontané, parfois irraisonné. Un joli nom, une forme, une histoire, un souvenir, et nous voilà à l'ancre d'un sommet. Puissions-nous, à la suite de Gaston Rebuffat, mener à bien notre travail et conduire nos débats jusqu'au sommet. Je vous remercie. Merci, Madame la co-rapporteure. La parole est